Voilà, nous allons passer maintenant au grand moment de cette soirée qui inaugure le lancement de notre collectif avec la directrice de l'ICEP, Marion Maréchal, que je vous demande d'applaudir très fort. Merci à tous. Je suis ravie d'accompagner aujourd'hui la mutation, l'évolution de ce collectif Audace que je connais depuis longtemps puisque j'ai travaillé avec eux à plusieurs reprises, notamment lorsque j'étais députée. Ils avaient un savoir et un savoir-faire sur les questions notamment économiques et entrepreneuriales sur lesquelles j'ai pu abondamment m'appuyer. Et donc je n'oublie pas, et donc je crois que c'est normal aujourd'hui que je sois à vos côtés pour devenir cette grande plateforme d'union des droites. Je crois que personne ici n'ignore que c'est un point de vue que je partage. Alors de ce fait, François-Louis m'a sollicité pour venir parler de l'avenir de l'Alliance des droites. Vous avez 4 heures, mais comme vous êtes debout, je vais essayer de faire un petit peu moins long. D'autant plus que je me sens un peu bridée, il est vrai, parce que je suis plus davantage rodée à l'exercice du meeting politique. Alors si je me laissais aller spontanément, je vous parlerai des gilets jaunes, de mes tweets compulsifs suite à une semaine d'AVC en écoutant le gouvernement et son mépris. Mais je vais m'en tenir au thème, du moins un maximum. Et donc je vais tenter de donner mon point de vue sur le grand débat qui nous anime ce soir, et qui est un débat évidemment d'avenir, pas seulement un débat intellectuel, puisqu'il nous faut dorénavant mêler systématiquement la pensée à l'action. Et c'est ce à quoi d'ailleurs nous nous affairons dans les formations de l'ICEP, former des gens qui vont agir et pas seulement penser, même si le préalable évidemment est d'abord d'avoir une tête bien faite. Et je vois quelques-uns de nos enseignants ce soir parmi la salle et je les en remercie. Et un de mes élèves, puisque je suis aussi la Dirlo d'Éric Techner, et j'aime bien dire ça, donc ça m'amuse beaucoup. Et de ce fait, j'ai d'abord voulu faire un petit état des lieux des clivages qui revenaient systématiquement dans le débat public. Parmi lesquels, dans un premier temps, la question du souverainisme et du fédéralisme. C'est un clivage qui a été d'autant plus présent qu'il a été l'objet de débats, de conflits, voire même parfois au sein de ma propre famille politique, puisque certains ont voulu reproduire la tentative, que je crois pour ma part vaine, de la fameuse grande alliance du souverainisme de droite et de gauche que l'on a pu voir s'opérer lors du référendum de 2005. Or, je suis convaincue que si l'on peut rallier des gens sur une question en particulier, notamment contre l'Union européenne, il est beaucoup plus difficile de les réunir sur une question doctrinale, sur une vision globale de la société, et donc de ce fait sur un programme politique complet qui vise à toucher tous les aspects de la société. Puisque de fait, la souveraineté, je la définis comme le contenant, c'est-à-dire le moyen d'agir au service d'eux, et à côté de ça, je définis l'identité comme le contenu. Donc ça n'est pas un tout que d'avoir un contenant, encore faut-il savoir au service de quoi on met ce contenant, et donc de fait au service de quelle vision de la société. Et c'est là où je vois l'extrême difficulté, ou en tout cas je vois les limites de s'accorder seulement sur le contenant, puisqu'il est évident que si on peut agir en commun ou s'entendre sur la nécessité de disposer de différents leviers d'action sur le plan politique, notamment évidemment vis-à-vis de l'Union européenne, le tout est de savoir demain au service de quelle vision de la société on va le mettre en action. Et là, pour tout vous dire, je goûte assez peu l'idée de faire de la France une république islamique souveraine, ou une France dans laquelle on pourrait pratiquer la GPA, ou la France souveraine d'Hollywood et de Coca-Cola. Je caricature à outrance, si vous voulez, mais c'est quand même assez significatif des limites qu'on peut voir dans ce clivage. Et c'est pourquoi, même si aujourd'hui je me qualifie, moi à titre personnel, d'une droite souverainiste, c'est-à-dire une droite qui continue de considérer l'échelle nationale comme une communauté vitale pertinente, parce qu'une communauté affective, dans laquelle on a envie de partager des choses en commun, je vois aussi à travers la nation une échelle pertinente sur le plan politique, parce qu'un levier d'action efficace, parce que rattaché précisément à des personnes qui partagent une destinée commune, mais ce n'est pas pour autant que je vois ma qualification politique ou notre qualification politique s'arrêter à cette définition du souverainisme. Donc quand je vais vous parler de tous ces clivages, évidemment, ça ne veut pas dire que je les disqualifie, mais je pense que ce à quoi nous devenons advenir aujourd'hui est une forme de dépassement finalement de tous ces clivages, ou en tout cas une synthèse de tous ces clivages pour pouvoir avancer efficacement. Le deuxième clivage qui se pose à nous et qui est particulièrement médiatisé, c'est le clivage populisme-mondialisme, dont sont affublés d'ailleurs la plupart des mouvements
alliés au Front National, ou non d'ailleurs, en Europe de l'Est, mais aussi en Italie. C'est le terme poli du système pour dire extrême droite. Bon, nous, on a toujours le droit à extrême droite, eux, ils ont le droit à populisme. Comprenez évidemment derrière populisme tout ce qui s'oppose à ce système. J'utilise le terme système, alors c'est un mot commode, mais derrière le terme système, je comprends le consensus. Le consensus, en fait, idéologique, qui relie une partie non négligeable des dirigeants politiques, une grande partie des décideurs économiques d'un certain niveau, et à côté de cela, la quasi-totalité de la classe médiatique. Ça, c'est pour les quelques journalistes qui sont dans la salle. Et donc, à partir de là, il est évident que le terme populisme dans leur bouche n'est pas une qualification en sciences politiques, mais c'est un synonyme de démagogie et d'incompétence. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Néanmoins, même si j'ai une sympathie, on va dire, une bienveillance certaine pour ce qu'on peut qualifier de populisme, parce qu'en fait, derrière le populisme du peuple, je vois une réaction à l'élitisme des élites. Donc spontanément, j'y vois quelque chose plutôt de positif. Néanmoins, si je devais m'en tenir à une définition politique, ou si je devais me raccrocher à ce clivage, j'en verrais également un certain nombre de limites pour les raisons qui suivent. À savoir que si je sors des qualifications médiatiques et que je reviens à une approche vraiment science politique, le populisme, d'ailleurs de droite ou de gauche, répond de manière générale à un certain nombre de critères qui sont systématiquement présents dans ces mouvements politiques. Parmi lesquels le leader charismatique, la figure du chef, la mise en cause des élites, l'appui sur les classes défavorisées, et la plupart du temps, ce sont des mouvements qui reposent sur l'idée d'une démocratie idéalisée, j'ai envie de dire, au détriment d'une démocratie réelle qui est souvent une démocratie parlementaire. Et en fait, derrière ces critères, il y a souvent 3 représentations du peuple qui se recoupent. Il y a d'abord le peuple comme démos, c'est-à-dire le peuple comme souveraineté politique. Il y a le peuple comme ethnos, ça veut dire le peuple dans sa continuité historique et culturelle. Et puis il y a le peuple, et c'est là où ça me pose une petite difficulté, comme la plèbe, c'est-à-dire le peuple qui se confond exclusivement avec les classes populaires. Et je suis convaincue, malheureusement, qu'il ne peut pas y avoir de victoire électorale et demain de gouvernement efficace si le discours politique est un discours catégoriel qui s'appuie et se repose et parle exclusivement aux classes populaires. Et je suis convaincue qu'il n'y a de victoire et de gouvernement possible que si nous arrivons à construire un projet de justice qui puisse à la fois répondre à ces classes populaires qui bien sûr méritent toute notre attention, mais également aux classes moyennes et à une partie de ce qu'on peut qualifier de la bourgeoisie ou en tout cas des élites, bien que je sorte évidemment des élites du système telles que je l'ai entendu tout à l'heure. Et j'en suis d'autant plus convaincue que quand vous regardez l'exemple italien, qui est qualifié de populiste par la plupart des médias français, je serais amenée à relativiser beaucoup cette appellation sur le plan de la science politique. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de l'économie industrielle, des PME puissantes du Nord et en particulier du Nord-Est, votent pour la Ligue. Votent pour la Ligue. Donc en réalité, la Ligue a réussi précisément à dépasser le simple appui des classes populaires pour réussir à se faire entendre et à être audible et à répondre également aux problématiques de cette économie qui aujourd'hui fait vivre le pays. Alors il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que la Ligue, jusque relativement récemment, était un mouvement indépendantiste du Nord. Et donc, évidemment, en voulant l'indépendance, c'était ne plus payer pour les pauvres du Sud. Un peu cruel, mais c'est quand même comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont quand même envoyé un certain nombre de signaux que certains qualifieraient de très libéraux à ces PME, puisqu'ils sont notamment les défenseurs de la flat tax, entre autres choses. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'une fois de plus, je ne dis pas que ce clivage n'existe pas, je ne dis pas qu'il est pertinent à certains égards, je dis juste que s'enfermer dans cette étiquette politique ou dans cette logique, ce logiciel politique-là, peut nous conduire à un certain nombre de limites et de restrictions, non seulement sur le plan de la victoire électorale, mais aussi sur le plan du gouvernement. Alors enfin arrive le clivage progressisme-conservatisme.
Alors, j'aimais bien ce mot, c'est Thierry Molnier qui disait conservatisme, ce mot qui commence décidément bien mal. Et c'est vrai que, de fait, le conservatisme n'a pas très bonne presse en France. Et quand on regarde l'histoire du conservatisme français, on peut comprendre pourquoi. Et c'est vrai que c'est un mouvement politique qui a connu cette appellation, mais qui est mort et enterré depuis le début de la Troisième République, alors même qu'il est d'ailleurs resté vivace dans des pays anglo-saxons, et notamment en Allemagne, comme une force politique qui a continué d'ailleurs non seulement d'exister, mais même de gouverner. Alors c'est intéressant puisque derrière la volonté d'une partie aujourd'hui de la droite française de se réapproprier ce terme, en réalité le premier qui l'a réimposé dans le paysage politique français, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui voyait derrière cette opposition le mouvement contre l'immobilisme. Donc dans son esprit, il est évident que c'était une posture en sa faveur, qu'il a traduit d'ailleurs à travers le terme, enfin l'appellation de son mouvement, En Marche. On ne sait pas vraiment vers où et dans quelle direction, mais en tout cas, il semble marcher, tels des zombies. Et c'est vrai que ces progressistes-là ont, semble-t-il, oublié que innovation, mouvement, ne signifiait pas nécessairement amélioration. Je dois dire que je suis assez gênée, j'étais assez gênée au départ de moi-même reprendre ce terme, parce que je n'aime pas trop quand ce sont les adversaires qui balisent la route. Parce que quand ce sont les adversaires qui balisent la route, c'est eux qui vont déterminer à quel moment vous allez déraper. Parce qu'évidemment, quand ce n'est pas vous qui maîtrisez le bord de la route, c'est eux qui vont l'adapter en fonction du moment où vous souhaitez que vous dérapez. C'est évidemment comme ça que c'est interprété. Néanmoins, je pense que il a été démontré, en tout cas pour cette semaine, que Macron n'est semble-t-il pas l'extraordinaire président, philosophe, stratège merveilleux qui nous a été décrit, et que contrairement à ce qu'il a peut-être imaginé, ce clivage qu'il a voulu imposer à sa faveur, finalement à terme ne sera peut-être pas perçu comme son bénéfice. C'est d'autant plus amusant que Macron, qui est censé être l'incarnation du mouvement, du changement, de l'avenir, du nouveau monde, a repris une sémantique qui est une sémantique du vieux monde dans les habits de la modernité, parce que le terme progrès, c'est un débat que l'on connaît depuis très longtemps auprès de la gauche, qui a des vieilles origines. Ça remonte même entre la querelle des anciens et des modernes, où déjà on avait vu poindre parmi les modernes l'idée finalement que toutes les nouvelles générations seraient au-dessus de celles qui les ont précédées. De fait, les progressistes se rattachent à l'héritage de la Révolution. Alors je vais vous citer un contre-révolutionnaire, donc vous pouvez considérer ça comme partiel, mais vous allez voir que, de fait, la définition idéologique qu'il donne à l'époque des Lumières, et donc aujourd'hui ses héritiers progressistes, résonne assez bien dans l'actualité telle qu'on l'aperçoit. C'est Burke qui disait ça et qui parlait de plusieurs pans idéologiques. Le rationalisme intégral, c'est-à-dire que rien n'existe en dehors de la raison humaine, et donc à partir de là, il y a évidemment une suspicion permanente à l'égard de tout ce qui peut relever de la spiritualité et de la religion. La tendance à l'abstraction contre le charnel, ça veut dire qu'on va soumettre la réalité à des grands principes idéologiques, au premier rang desquels l'égalité et la liberté. La fascination pour le futur et le progrès, avec la table rase du passé bien sûr qui va avec, et où l'on oublie l'héritage, la transmission, la tradition, la continuité, le lignage, évidemment, et les racines. L'universalisme avec l'oubli du particulier, du local, et des petites structures et des corps intermédiaires. C'est une définition donnée par un adversaire, évidemment, de la Révolution des Lumières, mais néanmoins, quand on voit l'analyse qu'il fait de cette idéologie au moment où elle émerge, de fait, on voit encore les résonances dans l'héritage progressiste qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est en train de se réapproprier. Alors, j'ajouterais également, dans cet héritage progressiste, la prépondérance de l'individu sur la communauté, les rapports sociaux basés sur les intérêts bien compris. C'est aussi toute la théorie du contrat de Rousseau qui va jusqu'à la nation. Ça veut dire que tout est choisi, rien n'est subi, ou en tout cas, rien n'est reçu contre sa volonté. Et on voit bien encore les incidences que ça peut impliquer dans l'idée aujourd'hui que nos dirigeants progressistes se font de fait de la nation et surtout de la citoyenneté ou même de la famille. Parce que je me souviens au moment du débat sur le mariage homosexuel,
j'entendais des termes comme faire famille. Moi personnellement je fais du vélo, je sais pas, mais je fais pas famille en fait. Et j'ai entendu des termes comme faire nation aussi. Je fais nation. Donc en fait, rien n'est reçu, rien n'est hérité contre sa volonté, tout est systématiquement choisi. Et d'ailleurs, c'est si vrai, puisque tout est contractualisé, qu'aujourd'hui, en effet, la famille se contractualise, et elle se contractualise tellement qu'on en arrive à pouvoir marchander aujourd'hui la filiation. Et c'est donc cette définition qui résonne particulièrement bien dans l'héritage d'Emmanuel Macron. Je retrouve aussi l'idée qu'il y a que l'émancipation passe nécessairement, alors ça, on peut avoir débat sur d'une certaine manière le fait que ce soit déjà présent chez les Lumières originelles ou que ce soit une surinterprétation de ce qu'elles ont voulu dire, mais néanmoins la conséquence c'est qu'elles l'ont théorisé et que ça continue d'irriguer aujourd'hui une partie des élites progressistes françaises, l'idée que l'émancipation passe nécessairement par la rupture, la dénonciation, la transgression de ses origines sociales, familiales, culturelles. Donc la culture, finalement, l'environnement familial n'est pas vu comme ne sont pas vus comme des lunettes finalement pour mieux voir le monde, mais comme des œillères. Et donc il faut absolument, pour obtenir l'émancipation tant souhaitée, la liberté dont ils se font l'apologie, eh bien rompre avec ce qui pourrait nous contraindre notre façon de penser, notre façon d'agir. Et on peut trouver un exemple qui est plus tardif, mais qui est intéressant, la façon dont Roland Barthes parle de la langue française, quand il avait eu cette phrase extrêmement forte en disant « la langue est fasciste ». En fait, la langue est fasciste, pourquoi ? Parce que pour parler, pour pouvoir s'exprimer, on est contraint de moduler sa pensée et de verbaliser sa pensée par des mots qu'on a hérités de la pratique et de l'expérience. Donc c'est insupportable, parce qu'on ne peut pas choisir la façon dont on s'exprime. Donc c'est un héritage subi, et ça contrevient évidemment à la nécessaire liberté de l'individu et à son émancipation totale. Ce que je vous dis peut paraître un peu, je sais pas, théorique, mais en même temps, je pense que vous pouvez trouver plein d'exemples dans l'actualité politique de manière très concrète de cet héritage philosophique qu'on continue de voir et qu'on voit par exemple à travers même l'écriture inclusive. Maintenant, on choisit d'écrire comme on a envie d'écrire en fonction de ses dernières lubies, de son orientation sexuelle, de sa dernière frustration de féministe. Voilà. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir à quel point ces héritages-là continuent d'irriguer la vie politique française. Alors face à cela, on a le terme de conservatisme, qui est un terme que je trouve intéressant, parce qu'en réalité, le conservatisme, c'est moins une doctrine politique qu'un état d'esprit. En fait, c'est plutôt une disposition à penser ou à agir d'une certaine manière. Ce qui en fait à la fois sa force et à la fois sa faiblesse. Parce qu'évidemment, à côté de ça, vous avez, je pense de vous l'exposer, une idéologie qui est extrêmement bien construite, qui a sa propre rationalité, son propre raisonnement, sa propre cohérence. Et à côté de ça, vous avez davantage une vision du monde, qui se veut une vision plus pragmatique, plus réaliste, et moins idéologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette disposition de penser ou d'agir d'une certaine manière, c'est-à-dire dans l'idée que finalement le passé est plus inoffensif que le futur, et que donc on ne s'empêche pas d'avancer, on ne s'interdit pas d'avancer, mais néanmoins, on peut être plus prudent à l'égard du futur qu'à l'égard du passé. Et donc que toutes les innovations ne sont pas synonymes d'amélioration, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il y a certaines vertus et certains bienfaits à conserver des choses, à en tirer les leçons et l'expérience passée pour pouvoir organiser la cité dans le cadre politique. Et puis simplement le droit le plus élémentaire aussi de pouvoir avoir des affects en tant qu'être humain et d'avoir le plaisir de pouvoir aussi s'accrocher à des choses qui ne sont pas systématiquement mouvantes, mais qui donnent aussi du sens à nos existences, de la permanence, et rend peut-être un peu moins douloureux aussi nos passages furtifs sur Terre et nous donne le sentiment de nous inscrire dans une lignée qui nous dépasse et qui, de ce fait, donne aussi du sens, bien sûr, à la transmission et au fait de faire des enfants. Et donc aujourd'hui, ce mouvement, cette disposition, cet état d'esprit, est en train petit à petit de se transformer en mouvement politique parce que c'est en train de devenir une construction
intellectuelle globale sur les bienfaits de conserver. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de constater les limites de ce progressisme et de ce mouvement permanent, de cette fascination pour le futur. Et donc on est en train aujourd'hui d'intellectualiser et de construire cette doctrine, pas cette doctrine, mais en tout cas ce mouvement intellectuel sur les bienfaits de la conservation. Et donc il y a évidemment une remise en cause de la doctrine progressiste dans son intégralité. Alors le problème de ce terme, c'est là où il m'est un peu moins sympathique, c'est qu'il est évidemment piégeux. Derrière les mots, il y a toujours les idées. Quand les mots ne sont pas très clairs, les idées ne le sont pas toujours, et donc les perceptions encore moins. Et comme vous savez, en politique n'existe que ce qu'il ne paraît exister, donc les perceptions, c'est important. Et comme ce mouvement est mort en France depuis longtemps, et qu'il a perduré dans les pays anglo-saxons, il est évident qu'aujourd'hui, quand on parle de conservatisme, immédiatement, on va donner le sentiment de se rattacher à un conservatisme anglo-saxon. Or, de ce point de vue-là, le libéralisme politique, j'entends, se confond le plus souvent avec le conservatisme dans ces pays anglo-saxons. Or, dans cette vision anglo-saxonne du conservatisme libéral, l'État est réduit à minima, c'est-à-dire qu'il se limite à préserver la liberté d'entreprise et d'exercice. Il se contente finalement de préserver les conditions de libre exercice des activités de chacun, et à perpétuer les règles générales de conduite par l'établissement des liens juridiques. Dans ce système, la liberté de l'individu joue un rôle central, l'individu est l'acteur central de la construction politique. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le conservatisme français n'est pas tout à fait dans la même veine, c'est lié à son histoire, puisque le conservatisme politique assumé comme tel est né de la contre-révolution, il est né d'un réflexe conservateur qui était le veto du roi, la défense du veto du roi. Et donc, mécaniquement, il s'est aussi inscrit dans une tradition plus catholique. Et de ce fait, le conservatisme français est davantage basé sur ce qu'on dit le plus souvent des valeurs. Certains préféreront des principes, d'autres pourront qualifier ça de loi naturelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette vision de la société, l'État ne se contente pas d'un rôle minimal de régulation des interactions sociales, mais assigne véritablement un objectif commun et mobilise l'ensemble de la société. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, de la même manière que le libéralisme français n'est pas tout à fait le même que le libéralisme anglo-saxon, et quand vous lisez même des auteurs comme Montesquieu, vous vous rendez compte que la plupart du temps, ils pensent ce système libéral dans un pays pratiquant. C'est-à-dire que souvent, Montesquieu disait il n'y a pas de morale sans foi, il n'y a pas de loi sans morale, il n'y a pas de morale sans foi. Donc en fait, le plus souvent, ce système libéral tel qu'il le concevait ne pouvait pas fonctionner s'il n'y avait pas ce lien, ce ciment social qui était maintenu, alimenté par précisément la religion commune qui était partagée par tous, qui est déjà une façon différente de voir les choses. Alors c'est un clivage intéressant, parce qu'il est évidemment rassembleur, puisque derrière le terme conservatisme, on va avoir une bannière sémantique commune pour rassembler les différentes droites dont je vous parlais tout à l'heure. Il est intéressant parce qu'évidemment, pour créer des passerelles à l'international, il peut y avoir un effet miroir, même si c'est évidemment nuancé, comme je viens de vous le dire, mais en tout cas, pour de potentiels alliés à l'international, c'est évidemment une facilitation non négligeable. Néanmoins, faut entendre cela comme davantage un néoconservatisme, puisqu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit, enfin peut-être pour certains encore, mais dans l'idée de remettre en cause les institutions républicaines au sens large, j'entends la laïcité dans sa lecture évidemment première, ou même de remettre l'Église comme religion d'État. Donc à partir de là, il est évident qu'on a changé de paradigme et que ce néoconservatisme, qui serait un conservatisme contemporain, bien qu'il puisse évidemment puiser dans cet héritage du conservatisme français, en serait de fait radicalement différent. Alors j'en arrive au clivage droite-gauche, qui pose un problème. Alors je ne m'attarde pas sur la gauche, on n'en a pas parlé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la question de la droite. Et ce qui nous pose un problème aujourd'hui, c'est qu'il y ait bien ou un problème. En tout cas, ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qui nous amène à réfléchir ensemble et à faire une démarche particulière, c'est précisément qu'il y a aujourd'hui des droites. Des droites qui peuvent parfois sembler irréconciliables, en tout cas selon certaines époques.
Je crois qu'il est important quand même de dire qu'il y a aujourd'hui une confusion difficile à dépasser entre le clivage droite et gauche, du fait évidemment de l'extraordinaire parallélisme des formes et de pratiques qu'il y a pu y avoir dans précisément les pratiques gouvernementales d'une certaine droite et évidemment d'une certaine gauche. Aujourd'hui, un certain nombre de partis, dont le Front National d'ailleurs, explique qu'ils ne sont ni de droite ni de gauche. Ce qui est assez amusant, c'est que même dans l'histoire du Front National, cette approche a muté. Puisque dans les années 80, un certain Samuel Maréchal avait fait des affiches en disant ni droite ni gauche français. Et en réalité, derrière ces affiches, ça voulait dire ni PS, ni RPR. Ça renvoyait à des partis. Parce que ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le clivage droite-gauche est confus ou mal identifié à travers des partis que les courants sont morts. Et que les héritages philosophiques, dont on a pu même parler tout à l'heure, ont disparu. Ils existent encore, mais ils n'existent pas forcément là où on imagine. Je peux aujourd'hui, je ne sais pas si ça va beaucoup éclairer, mais avoir des idées à droite sans être de droite, au sens de parti qui renvoie à telle, évidemment, construction politique. Et donc, à partir de là, c'est vrai que ça n'aide pas à clarifier la situation, et je peux entendre qu'il puisse y avoir le débat de maintenir ce clivage droite-gauche dans les cœurs, les esprits ou le langage politique, quand on voit l'extrême confusion et quand on voit la perte de crédibilité totale d'une certaine droite qui semble justement avoir adhéré à toutes les lunes progressistes. Alors, ça recoupe l'idée du conservatisme de tout à l'heure, puisque en réalité, déjà, on retrouvait un clivage au sein du conservatisme sous la monarchie de Juillet. C'est-à-dire que déjà à l'époque, vous aviez un conservatisme libéral, c'est-à-dire qui avait libéral une fois de plus au sens politique, qui s'est rangé partiellement du côté des héritages de la Révolution, avec ses évolutions sociales, avec ses évolutions économiques, et c'est ce qui correspond, bon an mal an, à aujourd'hui une segmentation qui est peut-être un peu dépassée, mais qui correspond à la droite orléaniste et bonapartiste. Et puis vous avez la tendance contre-révolutionnaire, dire le conservatisme non libéral, qui évidemment est un conservatisme plus traditionnel avec la droite dit légitimiste. Alors, en plus, pour simplifier les choses, se sont surajoutés à ces clivages d'origine, qui ont pu évoluer en fonction des époques, deux autres clivages, qui sont des clivages assez, pas franco-français, mais en tout cas qui ont structuré spécifiquement aussi la droite française. C'est le clivage gaulliste-anti-gaulliste, notamment au moment de la guerre d'Algérie, mais qui est remonté même après à la Seconde Guerre mondiale, mais a posteriori en réalité, et qui continue d'avoir un impact très important dans les votes, puisque aujourd'hui les plus de 65 ans continuent de se mouvoir sur le plan politique en fonction de cette référence-là. Et c'est un électorat qui n'est pas majoritaire, mais qui est le plus important et celui qui vote le plus. Donc il est décisif dans les résultats électoraux. Et le deuxième clivage, qui n'a pas non plus arrangé les choses, c'est la conversion d'une droite à l'ultra, ce que je vais qualifier, parce que tout le monde va comprendre ce que je veux dire, à l'ultralibéralisme économique dans les années 80, par anticommunisme. C'est-à-dire par miroir inversé, en réponse à la menace de l'hégémonie communiste, on va avoir toute une droite qui va se convertir à ce qu'on qualifie d'ultralibéralisme, qui va être en fait la dérégulation totale de l'économie, la privatisation en masse des services publics, le fait finalement que la politique s'efface devant l'économie, qui va devenir le mode de régulation rêvé finalement, idéal des rapports humains, puisque c'est là où on va nous mettre en place la théorie de la main invisible, du doux commerce. Alors je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que le doux commerce était surtout une douce fable, puisque même un certain nombre d'alliés économiques avec lesquels nous sommes censés avoir des relations de confiance et de partage ne se gênent évidemment pas pour espionner massivement nos entreprises, faire jouer le dollar pour cartonner 2 ou 3 banques ou 2 ou 3 entreprises qui ne leur plaisent pas, enfin bref. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, quand on arrive à l'accumulation de tous ces clivages, on se dit finalement, y a-t-il une alliance des droites possible ? Est-ce que ce n'est pas un vain mot que de chercher
à vouloir absolument réunir des courants parfois contradictoires qui se recoupent certaines choses, mais qui semblent de fait extrêmement difficiles à mettre autour de la table. Eh bien, moi, je suis assez optimiste parce que je vois en fait un rétrécissement de tous les clivages idéologiques que je viens de vous développer. C'est-à-dire que le clivage anti-gaulliste relève aujourd'hui de la nécrologie politique, c'est-à-dire à l'exception des plus de 65 ans, je pense qu'aujourd'hui personne, peut-être pas personne autour derrière moi, mais en l'occurrence, de fait, non mais le problème c'est que le gaullisme c'est comme les valeurs de la République en fait. Tout le monde est gaulliste pour mieux le trahir, et tout le monde est républicain pour l'être le moins possible. Donc en fait c'est un peu flou, mais je ne soupçonne pas du tout Nicolas Dupont-Aignan de ça, bien sûr. Donc ça pour dire que ça, de fait aujourd'hui, ça n'est quand même pas un clivage structurant de vote. Le fait aujourd'hui également que suite à notamment la crise de 2008, il y a quand même un constat partagé sur les limites à poser aux excès du libéralisme et du capitalisme. J'entends par rapport précisément à la privatisation de principe des services publics, la dérégulation généralisée, la fin des limites, l'abolition du protectionnisme, et ce que je vous disais tout à l'heure, le fait aujourd'hui que l'économie doive réguler systématiquement en lieu et place du politique les rapports sociaux. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même un constat partagé sur la nécessité de réinvestir le politique. Et de fait, qu'est-ce qui aujourd'hui participe du rétrécissement de ces clivages ? Il y a évidemment la conjoncture économique, mais il y a aussi la conjoncture sociale. C'est-à-dire qu'il y a une menace urgente qui s'impose à nous, culturelle, qu'il y ait aussi sécuritaire, migratoire, qui pousse d'une certaine manière, face à l'altérité et face au conflit que provoque cette altérité de l'immigration, pousse la droite vers la terre, vers le peuple, et d'une certaine manière réagit face au contractualisme rousseauiste de la nation dont on a parlé tout à l'heure et qui est aujourd'hui à l'origine d'une certaine lecture de la citoyenneté qui fait qu'on puisse finalement intégrer dans la citoyenneté des morceaux de peuples entiers comme partie prenante du destin français. Et là, je suis convaincu qu'il y a aujourd'hui une clarification du paysage. Alors, c'est pas parfaitement abouti, mais aujourd'hui, quand même, les plus progressistes ont basculé vers Macron, ou en tout cas jouent un double jeu dans des structures, dans des espèces de sas. Et la droite dite LR, quoi qu'on puisse en dire, en tout cas dans le discours, a quand même viré à 180 degrés et semble revenir vers quelque chose de plus cohérent. Et je crois que, et c'est là où je vais finir, je crois que aujourd'hui, le problème ne vient pas, enfin la crise ne vient pas seulement de la société, elle ne vient pas seulement des systèmes, elle ne vient pas seulement des process, mais elle vient aussi et surtout de l'homme. Et ça, j'en avais parlé un peu lors de la conférence de mai 68, mais il faut que le politique comprenne qu'on a assisté sur l'échelle du temps humain qui est très courte, à une rupture civilisationnelle, anthropologique majeure au moment de l'ère industrielle. Ça veut dire qu'on est passé d'une société qui était une société rurale, de solidarité familiale, de propriétaires, d'indépendants, de métiers, c'est-à-dire commerçants, agriculteurs, de gens qui maîtrisaient toute la chaîne de leur métier et donc qui mesuraient leur utilité sociale, parce qu'ils voyaient l'aboutissement de leur travail, à une société qui est aujourd'hui une société d'urbains, donc déracinés de leurs terres ancestrales, qui est une société de locataires, de salariés, de gens qui ont vu remplacer leur solidarité familiale traditionnelle par une compensation évidemment forcément inefficace de l'État, et la déresponsabilisation d'ailleurs derrière du soutien que doivent parfois les familles, et à une société de fonction. Aujourd'hui, la majorité des gens qui travaillent, notamment dans les grandes entreprises, sont dans des fonctions séquencées, donc ils ont beaucoup de mal à mesurer le sens qu'ils donnent à leur travail, à l'utilité sociale qui s'y attache, et même parfois à l'utilité qu'ils pourraient avoir dans leur structure d'entreprise. Et donc tout ça, ça crée un malaise, si vous voulez, anthropologique extrêmement important, et je crois que la droite telle que je la conçois, en tout cas la politique telle que je la conçois, va être celle qui va être capable de se répondre à ce défi anthropologique, c'est-à-dire de mettre en place les conditions qui permettront
aux personnes de retrouver précisément cette autonomie, cette capacité de construction, d'enracinement et d'ailleurs de transmission. Et donc de sens. Parce que si on répond à ce malaise humain, on va répondre mécaniquement derrière au malaise de la société, au malaise des systèmes et au malaise des process. Et donc quelle sera finalement cette droite conservatrice ? Je ne suis pas sûre qu'il soit judicieux de vouloir se réenfermer dans des segmentations passées en disant on va faire revivre finalement la droite légitimiste pure et dure ou la droite orléaniste ou la droite bonapartiste. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes finalement le résultat de ce paradoxe français qui voit s'animer en nous deux tendances parfois contradictoires, mais finalement qui finissent par être complémentaires, qui est à la fois la patrie charnelle, l'attachement aux terres, au peuple, à l'héritage tangible d'une certaine manière, et à la patrie plus abstraite, dont nous sommes les héritiers aussi à travers une certaine conception républicaine, et à travers les symboles qui peuvent s'y attacher, la Marseillaise, la Marianne, voilà. Et nous sommes l'héritage de cela, et donc je crois que notre intelligence en tant que conservateur, c'est précisément de conserver dans ces courants ce qu'il y a de pertinent à conserver, eu égard aux aspirations nouvelles des Français, parce que nous ne sommes plus la France de 1789, nous ne sommes plus un pays croyant, nous sommes le deuxième pays le plus athée d'Europe, et nous avons aujourd'hui des défis mondiaux qui doivent nous appeler. Donc je suis convaincue que les réponses, elles se trouvent, oui, à la confluence d'une certaine manière du catholicisme social, mais aussi, pourquoi pas, de Tocqueville. Parce que la société dans laquelle on évolue a fondamentalement changé et on ne peut pas être en confrontation frontale, évidemment, avec aujourd'hui notre société. Et donc je crois que cette droite-là, déjà ce sera une droite qui sortira du relativisme ambiant, c'est-à-dire qui acceptera de défendre un ordre social et qui refusera de tomber dans l'idée que finalement on ne peut plus émettre de jugement, on ne peut plus émettre d'avis, on ne peut plus rien imposer parce que finalement tout le monde aurait le droit d'avoir à équivalence ses jugements, ses avis, ses mœurs et puis mécaniquement tout ce qui s'ensuit. Et la conséquence de cela, c'est que l'État, en refusant d'imposer un ordre social, évidemment la nature ayant horreur du vide, vous vous retrouvez avec l'émergence d'ordres sociaux qui mécaniquement se mettent spontanément en place et qui engendrent un certain nombre de difficultés de cohésion, de sécurité. Donc je crois que ça va être une première chose de principe, de renoncer au relativisme ambiant qu'on subit tous les jours, qui voudrait maintenant qu'on ne puisse même plus définir le bien ou le mal, puisque j'ai vu, mais ça aussi c'est très symptomatique, une décision de justice très récemment qui a quasi acquitté en fait le violeur d'une jeune étudiante, très jeune, adolescente si je ne m'abuse, au prétexte qu'il n'aurait pas les codes sociaux, parce qu'il était évidemment de culture étrangère. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'ordre social tel qu'il existe, la société en est à un point, elle est tellement relativiste qu'elle refuse de dire, sur mon territoire, le bien c'est ça, le mal c'est ça, et je n'adapte pas le bien et le mal en fonction des valeurs ou des vérités des peuples étrangers. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir à un moment donné repuiser dans nos racines et dans notre vision du monde. C'est un mouvement, cette droite-là, qui devra poser des limites. J'entends par limite deux choses. La limite, et ça c'est bien expliqué dans le dictionnaire du conservatisme notamment, la limite, c'est à la fois la frontière territoriale, frontière aussi entre le citoyen et l'étranger, mais aussi pas au sens xénophobie, au sens qu'il y a une distinction à faire, sinon la citoyenneté n'a pas de sens par nature. Mais la limite, c'est aussi la borne, c'est aussi la restriction posée à la tyrannie des droits et des désirs de l'individu ou des communautés d'individus à travers les minorités. Dire le fait qu'aujourd'hui, on puisse se retrouver dans des situations où des lobbies ultra-minoritaires arrivent à imposer à la majorité l'exigence de la satisfaction de leurs désirs immédiats
au prétexte parfois de souffrance réelle. Je dis pas, mais là évidemment, l'exemple le plus édifiant, c'est la GPA. La GPA, pratique ignoble, mais ignoble. Je ne comprends même pas comment aujourd'hui on peut se permettre d'avoir, mais évidemment, parce qu'à partir du moment où vous lancez sur ce débat-là, on vous met les enfants dans le débat, donc mécaniquement ça vous désarme, puisqu'on tombe dans le sentiment et l'émotion. Mais je veux dire, aujourd'hui qu'on puisse, sur les plateaux de télévision, venir défendre la marchandisation de la femme, sa mise en esclavage, la marchandisation de l'humain, du bébé, la contractualisation. Je veux dire, quand vous allez voir même dans les agences soi-disant éthiques américaines, les critères qui sont mis pour ces femmes enceintes, enfin je veux dire, c'est abominable. Voilà. Je pèse mes mots, j'espère que ce sera repris. Ignoble, abominable. C'est au cas où ce ne soit pas clair. Donc voilà, une droite qui soit capable de poser les limites à cette société sans limite. Une droite qui va répondre, je le disais, aux besoins fondamentaux de l'homme, c'est-à-dire qui va défendre les valeurs de l'enracinement dans un particularisme géographique et culturel, comme vecteur d'harmonie et de cohésion sociale. Pourquoi ? Parce qu'on parle en permanence de la fraternité. Mais la fraternité, ça ne se décrète pas par la politique. C'est comme la confiance. Ça ne se décrète pas, ça se ressent. Et donc, si ça se ressent, c'est que ça relève de l'affect et de l'esprit. Et donc, précisément, il ne peut pas y avoir de fraternité s'il n'y a pas de cohésion sociale. Il n'y a pas de cohésion sociale s'il n'y a pas de commun, s'il n'y a pas de ciment social. Et il n'y a pas de ciment social, évidemment, s'il n'y a pas un minimum de valeurs, d'aspirations, de rêves, de souvenirs, de modes de vie communs. Et donc, je crois que c'est évidemment essentiel d'avoir cette droite humaniste, mais humaniste au sens où elle va répondre précisément à ces besoins anthropologiques les plus essentiels. Et enfin, un mouvement politique qui retrouve la nécessité du politique, qui sort de ces viennes lunes de la nécessaire gestion par l'économie et qui va remettre son bras armé, j'entends l'État, à sa juste place. Sommes-nous systématiquement obligés de choisir entre, d'un côté, l'État socialiste, omnipotent, omniprésent, qui est là pour réguler tous les moyens d'organisation et de régulation de la vie sociale, jusqu'à parfois des dérives quasi dictatoriales. Je pèse un peu mes mots, mais enfin, parfois on se pose quand même la question. Et où est-on obligé de choisir nécessairement entre cela ou la disparition totale de l'État ? Je pense qu'il peut y avoir une autre voie, qui est celle d'une forme de, disons, libéralisme à l'intérieur des frontières, c'est-à-dire le fait qu'on puisse organiser la liberté de l'individu sous couvert de tout ce que je viens de vous dire en amont, et la protection à l'extérieur des frontières. C'est-à-dire que l'État revienne, par mécanisme de subsidiarité, finalement, à son rôle essentiel de liant dans le territoire, de protection économique, politique, militaire, sécuritaire, et qu'il puisse aussi redonner de la liberté d'action aux corps intermédiaires qui seront, à bien des égards, plus efficaces que l'État et probablement beaucoup moins coûteux. Et enfin, ça fait 4 fois que je dis enfin, j'en suis vraiment navrée, le mouvement national tel qu'on le conçoit, parce que je crois qu'il n'est pas question à un moment donné, évidemment, de renoncer à la nation, à la défense des intérêts de la nation, de nos compatriotes. J'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes souverainistes, nous continuons de penser que la nation est une échelle efficace sur le plan politique. Mais la mondialisation n'est pas une option. Enfin, je veux dire, de fait, pour tous ceux qui vivent à l'heure actuelle, l'accélération des échanges, la réduction des trajets, le fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y ait une forme d'interdépendance généralisée, contraint à ce que cette souveraineté soit adaptée dans ce cadre-là. Et je ne crois pas qu'il y ait de trahison de la souveraineté française lorsque l'on recherche à s'adapter à la bonne échelle en fonction de la politique à mener. C'est-à-dire que je ne suis pas pour le principe fédéraliste que je trouve stupide, notamment pour la courbure des concombres ou pour l'ensemble des dérives technocratiques surréalistes. En revanche, je pense qu'il peut y avoir des coopérations qui ne sont pas des abandons de souveraineté, mais des coopérations poussées sur un certain nombre de sujets qui peuvent s'y prêter. Je pense évidemment à l'immigration, qui est un sujet qu'on traite au niveau national, mais aussi au niveau européen de fait. Je pense au protectionnisme européen, parce que si on peut faire du protectionnisme national, il est évident que quand vous voulez vous battre face à la Chine, qui a plus d'1 milliard d'habitants, et que vous mettez en place une stratégie au niveau européen, vous êtes beaucoup plus efficace sur un marché de 500 millions de consommateurs pour imposer vos
vos normes, mais ça, l'Union européenne y a renoncé évidemment totalement sur principe. Je pense à la souveraineté numérique. Je veux dire, comment aujourd'hui on peut avoir une construction politique comme l'Union européenne et être à la merci des GAFA américains ou de l'IA américaine. Car à aucun moment, ils ont été capables d'impulser une stratégie sur ces choses fondamentales. Et je pense même à la monnaie, puisque je ne reviens pas du tout sur le fait que cet euro est une mauvaise monnaie, mal construite, mal pensée, qui nous pose beaucoup de difficultés, mais le seul avantage qu'on pouvait tirer de cette monnaie, c'est de la mettre en monnaie de change face au dollar. C'est-à-dire d'utiliser cette monnaie pour enfin sortir de la tyrannie économique et donc politique du dollar, qui a des incidences évidemment énormes, notamment sur l'extraterritorialité, le droit américain. Et sur ce sujet-là, ils n'ont même pas été capables. Alors oui, je suis d'accord, si ça n'est même pas mis en place, en effet, il n'y a plus aucun intérêt à garder cette monnaie. Néanmoins, il est évident que ces coopérations-là, elles peuvent avoir du sens lorsqu'elles sont menées de façon politique. Et c'est là où je vois aussi l'utilité de l'émergence, je l'espère, dans l'avenir, d'une coopération entre les droites italiennes et françaises, d'un leadership franco-italien qui permettrait aussi, je l'espère, de pouvoir impulser tout ça. Et ce qui me rend optimiste là-dessus, c'est qu'il y a eu un mouvement, il y a beaucoup de choses similaires, un mouvement en Italie, c'était en 2013, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait le mouvement des Forconi, qui est le mouvement des fourches, qui est un mouvement qui est né exactement de la même manière que les Gilets jaunes sur la hausse du carburant. Alors eux, en plus, ils s'étaient pris une sacrée politique d'austérité avant, beaucoup plus violente que la nôtre. Et à l'époque, les seuls qui avaient soutenu ce mouvement, c'était Salvini et c'était 5 étoiles. Des années après, ils sont au pouvoir. Je vous remercie.